Quand quelqu'un ne te valorise pas, il peut sembler que tes efforts, ton amour sont complètement ignorés. Mais ce que beaucoup ne disent pas, c'est qu'en réalité, cette personne porte en elle un secret qui, bien qu'elle ne le confesse pas, la hante profondément. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui te sous-estime? Que se passe-t-il lorsque ton absence devient un vide impossible à combler? Ces questions sont au cœur de ce que nous allons explorer dans cette vidéo, en révélant non seulement la psychologie derrière ces comportements, mais aussi les outils nécessaires pour récupérer ton pouvoir émotionnel et guérir. Attends-toi à ce que je vais partager avec toi change ta perspective. Nous allons explorer comment le regret, la culpabilité et l'idéalisation de ton absence peuvent marquer cette personne plus que tu ne l'imagines. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu découvriras comment ce savoir peut t'aider à t'autonomiser, à rediriger ton énergie et à te concentrer sur la construction de la vie que tu mérites. Il ne s'agit pas seulement de comprendre celui qui ne te valorise pas, mais de te découvrir toi-même. Alors prépare-toi, car cela va transformer ta manière de te relier à toi-même et aux autres. Commençons à développer le sujet. Le secret qui obsède celui qui ne te valorise pas réside dans la combinaison d'émotions intenses que cette personne éprouve face à son incapacité à te reconnaître dans sa vie. La culpabilité, par exemple, émerge comme une réaction presque automatique lorsque la réalité de ton absence devient palpable. Rolando explique que la culpabilité est le premier pas vers le regret, mais aussi le plus difficile à admettre, car elle confronte la personne à ce qu'elle n'a pas su voir alors qu'il était juste devant elle. La culpabilité ne les fait pas seulement réfléchir sur leurs actions, mais elle les paralyse, les poussant à remettre en question chaque décision qu'ils ont prise. La nostalgie est une autre pièce clé de cette énigme. Chaque petit détail qui faisait auparavant partie de leur routine, ton rire, tes mots, tes gestes, devient un rappel constant de ce qui n'est plus là. Ce sentiment de perte ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, il s'intensifie. Ka-Jun a décrit la nostalgie comme un pont entre le passé et le présent qui ne peut pas toujours être franchi, mais qui est toujours là. Pour celui qui ne te valorise pas, ce pont devient un chemin douloureux qu'il parcourt encore et encore dans son esprit. Un autre élément qui l'obsède est la comparaison. Une fois que tu n'es plus là, il commence à mesurer chaque nouvelle relation ou interaction par rapport à ce que vous partagiez. Le vide laissé par une relation authentique ne peut pas être comblé par des superficialités, et c'est dans ce vide que naissent les plus grandes obsessions. Cette comparaison ne fait pas seulement renforcer leurs regrets, mais elle les garde aussi dans un cycle émotionnel, où ils essaient de justifier ce qu'ils ont perdu, tout en affrontant la réalité qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est ici qu'entre la véritable leçon pour toi. Il ne s'agit pas de chercher à ce que quelqu'un d'autre valorise ce que tu as à offrir. Il s'agit de reconnaître toi-même ta valeur, indépendamment de ce que les autres perçoivent. Dans cette vidéo, tu apprendras à identifier les schémas qui perpétuent ces dynamiques et à les briser pour toujours. Mais fais attention, car ce que nous allons révéler ensuite ne t'aidera pas seulement à comprendre l'esprit de celui qui ne te valorise pas, mais aussi à récupérer ton pouvoir émotionnel et à commencer un nouveau chapitre dans ta vie. Si cette vidéo t'inspire, laisse dans les commentaires la phrase « Mon bien-être est toujours une priorité ». Le secret qui obsède celui qui ne te valorise pas réside dans des émotions profondes et souvent cachées, qui commencent à émerger lorsque tu n'es plus là. Bien qu'ils puissent paraître indifférents sur le moment, ces individus font face à une tempête intérieure de culpabilité, de regret, de nostalgie et de vide qui les pousse à reconsidérer ce qu'ils ont perdu. C'est un processus silencieux, mais dévastateur, qui, bien qu'il ne se manifeste pas toujours ouvertement, affecte leur quotidien. La culpabilité est l'une des premières émotions qui apparaissent. Ce sentiment d'avoir laissé filer quelque chose de précieux devient un poids constant. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ce qu'ils ont mal fait, mais aussi de reconnaître les occasions qu'ils ont laissées passer pour te montrer combien tu comptais. Rolando explique que la culpabilité n'est pas seulement un rappel du passé, mais aussi une porte vers l'introspection que beaucoup ont peur d'ouvrir. Cette culpabilité, si elle n'est pas traitée, peut devenir un moteur qui les maintient piégés dans un cycle d'autocritique et de déni. La nostalgie, pour sa part, agit comme un écho du passé qui ne disparaît pas. Chaque petit détail partagé avec toi,
une chanson, un lieu, une phrase, devient un déclencheur émotionnel qui les transporte vers les moments où tu étais encore là. K. June a décrit la nostalgie comme un reflet de l'âme, cherchant à se reconnecter avec ce qu'elle a perdu, mais sachant qu'elle ne pourra jamais le récupérer. Cette quête infructueuse ne fait pas que les remplir de tristesse, elle intensifie aussi leur obsession pour ce qu'ils ont laissé partir. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le regret est un autre adversaire crucial. Lorsque quelqu'un ne te valorise pas et qu'il fait face aux conséquences de son indifférence, le regret apparaît comme une réponse inévitable. Ce n'est pas seulement un sentiment de tristesse pour ce qui a été perdu, mais aussi une réalisation douloureuse que les choses auraient pu être différentes. Le regret est la confession silencieuse que le problème ne réside pas dans l'autre personne, mais dans l'incapacité de l'apprécier au bon moment. Ce regret ne disparaît pas facilement. Au contraire, il s'intensifie avec le temps. L'une des dynamiques les plus intéressantes qui surgissent dans ces situations est l'idéalisation rétrospective. Lorsque tu n'es plus là, celui qui ne t'a pas valorisé commence à se souvenir uniquement des aspects positifs de votre relation. Ce qui semblait autrefois ordinaire apparaît maintenant comme extraordinaire. Cela se produit parce que, comme le souligne Erich Fromm, l'amour immature ne comprend pas ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde, tandis que l'amour mature valorise dès le départ. Cette idéalisation ne renforce pas seulement leurs regrets, elle les maintient également dans un cycle de nostalgie difficile à briser. Le vide émotionnel que tu laisses a également un impact considérable. Il ne s'agit pas seulement de manquer ta présence, mais d'affronter les conséquences de ne pas avoir quelqu'un qui remplisse un espace unique dans leur vie. Rolando le résume ainsi. Le vide laissé par une personne significative ne peut être comblé ni par des distractions, ni par de nouvelles relations superficielles. C'est un espace qui exige réflexion et autoconnaissance. Ce vide les confronte à leur propre solitude, les obligeant à se demander non seulement ce qu'ils ont perdu, mais aussi qui ils sont sans toi. La comparaison est une autre dynamique inévitable. Chaque nouvelle relation ou interaction devient une comparaison implicite avec toi. Cela ne fait pas seulement renforcer leurs regrets, cela les rend aussi plus conscients de ce qu'ils ont laissé partir. La comparaison n'est juste pour personne, mais elle est inévitable lorsque le vide laissé par quelqu'un est aussi profond. Cette comparaison, bien que souvent injuste, devient un rappel constant de ta valeur. L'auto-illusion joue également un rôle important dans ce processus. Au début, celui qui ne t'a pas valorisé essaie de justifier ses actions pour éviter la culpabilité. Ils disent des choses comme « ce n'était pas le bon moment » ou « nous ne fonctionnons simplement pas ». Mais avec le temps, ces excuses perdent de leur force et la vérité devient inéluctable. En d'autres termes, Rolando dit que l'auto-illusion est un refuge temporaire, mais la vérité trouve toujours son chemin. Ce face-à-face avec la réalité est douloureux, mais nécessaire pour leur développement personnel. À mesure qu'ils affrontent ces émotions, l'obsession de ce qu'ils ont perdu commence à se manifester de différentes manières. Ils peuvent te chercher sur les réseaux sociaux, parler de toi avec des amis en commun, ou même essayer de te contacter, tout cela dans un effort pour combler le vide qu'ils ressentent. Cependant, ces actions ne sont pas toujours sincères. Souvent, elles sont motivées par leur besoin de soulager leur propre culpabilité, plutôt que par un véritable désir de réconciliation. La leçon la plus importante qu'ils doivent apprendre est que les relations authentiques ne sont pas remplaçables. Chaque personne est unique et les connexions bâties avec amour et authenticité ne peuvent être reproduites. Cette reconnaissance, bien qu'elle arrive tardivement, est l'un des pas les plus importants dans leur processus de croissance personnelle. En d'autres termes, le véritable prix d'une relation ne se mesure pas à ce que tu as lorsque tu es dedans, mais à ce que tu ressens lorsqu'elle est terminée. Ton absence, alors, non seulement les affecte émotionnellement, mais aussi dans leur perception d'eux-mêmes. En affrontant les conséquences de ne pas t'avoir valorisé, ils commencent à remettre en question non seulement leurs actions, mais aussi qui ils sont en tant que personne. Ce processus d'introspection, bien que douloureux, est nécessaire pour qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs et se développer émotionnellement. En fin de compte, le secret qui obsède celui qui ne te valorise pas n'est pas seulement la culpabilité ou le regret,
mais la reconnaissance que ton absence a créé un vide qu'ils ne peuvent remplir. Ce vide n'est pas seulement un espace physique ou émotionnel, mais aussi une leçon qui les oblige à réévaluer leurs priorités, leurs décisions et leur capacité à établir des connexions significatives à l'avenir. L'obsession ressentie par celui qui ne t'a pas valorisé ne surgit pas de nulle part, mais résulte d'un profond choc émotionnel entre ce qu'il avait avec toi et ce qu'il affronte sans toi. C'est comme s'ils étaient confrontés à une version d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas envie de reconnaître, celle qui n'a pas su apprécier, qui s'est laissée aller dans la routine, qui a sous-estimé tes gestes et n'a pas compris la profondeur de ce que tu offrais. Ce face-à-face avec leur propre incapacité émotionnelle est dévastateur, car non seulement ils perdent quelqu'un, mais ils se retrouvent face à un vide interne qui s'est révélé avec ton départ. La culpabilité peut être diffuse et facile à ignorer, mais elle s'intensifie avec le temps. Cela commence comme une sensation d'inconfort, une pensée passagère qui dit « j'aurais pu faire plus ». Mais plus le temps passe, plus cela se transforme en une certitude accablante. Rolando l'explique clairement. La culpabilité ne disparaît pas, elle reste au fond, attendant le moment où tu seras suffisamment vulnérable pour l'affronter. Ce processus interne est implacable et les oblige à revivre mentalement chaque moment où ils ont pu agir différemment. La nostalgie, de son côté, ne se manifeste pas seulement dans les souvenirs heureux, mais aussi dans les petits détails qui passaient auparavant inaperçus, une chanson qu'ils écoutaient ensemble, un endroit qu'ils fréquentaient, même un mot ou une phrase que tu disais souvent. Tout cela devient un déclencheur émotionnel qui les transporte à une époque où tu étais encore présent. Kat Jun a décrit la nostalgie comme un pont émotionnel entre le passé et le présent, souvent traversé avec plus de douleur que de joie. Pour eux, ce pont est un rappel constant de ce qu'ils ont laissé partir. Le regret n'est pas seulement lié à ce qu'ils n'ont pas fait, mais aussi à la compréhension que les opportunités perdues ne peuvent être récupérées. C'est comme une montre qui ne cesse de marquer le temps, leur rappelant que chaque moment où ils ne t'ont pas valorisé a été un pas de plus vers ta perte. Rolando dit que le regret n'est pas seulement une punition émotionnelle, c'est un appel à évaluer comment nous vivons nos relations. Cet appel est inévitable et, bien qu'il puisse être transformateur, il est aussi profondément douloureux. L'idéalisation rétrospective est un autre mécanisme qui alimente leur obsession. En regardant en arrière, les moments heureux qu'ils ont partagés deviennent plus vifs, tandis que les conflits et désaccords semblent s'estomper. Ce processus n'est pas intentionnel. C'est une manière pour l'esprit de s'accrocher à ce qu'il ne peut plus avoir. Mais cette idéalisation renforce aussi leur sensation de perte, car ce qu'ils idéalisent maintenant est quelque chose qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas récupérer. Le vide émotionnel que tu laisses n'affecte pas seulement leurs sentiments, mais aussi leur routine quotidienne. Les petites choses qui semblaient insignifiantes auparavant, comme tes messages de bonjour, ton rire ou même ta simple présence, se sentent désormais comme des absences irremplaçables. Rolando explique que le vide n'est pas simplement l'absence de quelqu'un, mais l'espace laissé dans tout ce qu'il a touché de sa présence. Ce vide est un rappel constant de l'impact que tu as eu dans leur vie. La comparaison avec d'autres relations devient un exercice inévitable. Chaque nouvelle connexion, chaque interaction est mesurée par rapport à la norme que tu as laissée. Cela renforce non seulement leurs regrets, mais leur rend aussi difficile de progresser émotionnellement. Comme le dit Rolando, la comparaison n'est pas juste, ni pour la personne qui est partie, ni pour celle qui arrive, mais c'est un reflet de l'importance de ce qu'ils ont perdu. Ce contraste devient une charge émotionnelle qu'ils portent en eux à chaque nouvelle expérience. L'autotromperie, qui au début peut offrir un refuge temporaire, finit par s'effondrer. Les excuses qu'ils se donnent, comme « nous n'étions pas compatibles » ou « c'était mieux pour nous deux », perdent de leur force lorsqu'ils confrontent la réalité de leur propre indifférence. L'autotromperie est une barrière que nous construisons pour nous protéger de la culpabilité, mais qui finit par devenir une prison dont nous ne pouvons pas nous échapper. Cet affrontement avec la vérité est une étape cruciale dans leur processus émotionnel. À mesure qu'ils affrontent ces émotions, ils commencent aussi à ressentir une forme d'obsession silencieuse. Il ne s'agit pas seulement de penser à toi de temps en temps, mais de te retrouver dans les détails les plus inattendus de leur quotidien. Cela peut les amener à chercher des moyens de se reconnecter avec toi, que ce soit à travers les réseaux sociaux, des messages
ou des conversations avec des amis communs. Cependant, ces actions ne sont pas toujours motivées par un véritable désir de réconciliation, mais plutôt par leur besoin de soulager le vide qu'ils ressentent. La leçon la plus importante qu'ils affrontent est que les relations authentiques ne peuvent être remplacées. Chaque personne est unique et chaque connexion que nous établissons a une valeur qui ne peut être répliquée. Cette reconnaissance, bien qu'elle arrive tardivement, est l'un des pas les plus importants dans leur processus de croissance personnelle. Rolando le résume parfaitement. La véritable valeur d'une relation ne se mesure pas par ce que tu as quand tu es dedans, mais par ce que tu ressens quand elle n'est plus là. Cette reconnaissance les aide non seulement à grandir, mais elle renforce aussi l'importance de valoriser les gens dans le moment présent. Ton absence, alors, n'est pas simplement un vide dans leur vie, mais aussi un miroir qui reflète tout ce qu'ils n'ont pas pu reconnaître quand tu étais là. Ce miroir ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, il devient plus clair, leur montrant non seulement ce qu'ils ont perdu, mais aussi qui ils étaient quand ils t'avaient. Ce processus, bien que douloureux, est une leçon qui prend du temps à être apprise, mais qui laisse une marque indélébile en ceux qui la vivent. Si tu es inspiré par cette vidéo, mets dans les commentaires la phrase « Mon bien-être est toujours une priorité ». L'idéalisation rétrospective joue également un rôle crucial dans cette dynamique. Lorsque quelqu'un te perd, il commence à idéaliser chaque moment positif partagé, tandis que les négatifs deviennent flous ou sont minimisés. Ce phénomène n'est pas accidentel, mais une manière pour l'esprit de se protéger de la douleur en mettant en avant ce qu'il a perdu plutôt que ce qui était problématique. Mais cette idéalisation renforce aussi leurs regrets, car ce qu'ils voient maintenant comme parfait est quelque chose qu'ils ont laissé partir. Le regret, lorsqu'il se creuse, devient une émotion qui les pousse à chercher des réponses extérieures. Dans de nombreux cas, celui qui ne t'a pas valorisé essaiera de comprendre ce qu'il aurait pu faire différemment ou cherchera des excuses pour justifier son comportement. Cependant, comme le souligne Rolando, le véritable sentiment n'est pas de chercher des excuses, mais d'accepter la responsabilité de ses actions et d'apprendre d'elles. Ce processus n'est pas facile, mais il est nécessaire pour qu'ils puissent avancer émotionnellement. La comparaison constante entre ce qu'ils ont maintenant et ce qu'ils avaient avec toi devient un fardeau difficile à ignorer. Chaque nouvelle relation ou interaction est mesurée par rapport à la connexion qu'ils ont partagée avec toi, et cette comparaison est rarement favorable. Cela renforce non seulement la nostalgie, mais ils se retrouvent piégés dans un cycle où aucune expérience ne semble à la hauteur de ce qu'ils ont perdu. Cette dynamique, bien que douloureuse, est une leçon qui souligne l'importance de valoriser ce que l'on a pendant qu'on l'a. L'auto-tromperie, qui au début peut sembler une forme de protection, finit par devenir un obstacle à leur croissance personnelle. Au début, ils peuvent justifier leur comportement par des phrases comme « nous n'étions pas compatibles » ou « les choses n'étaient pas destinées à marcher ». Mais avec le temps, ces excuses perdent de leur poids face à la réalité que leur manque de valorisation est un choix conscient. Rolando affirme que l'auto-tromperie peut repousser la culpabilité, mais elle ne peut pas l'éliminer. Finalement, la vérité trouve toujours son chemin. L'obsession qu'ils ressentent pour ce qu'ils ont perdu ne se manifeste pas toujours de manière ouverte. Souvent, ils cherchent des moyens subtils de rester connectés avec toi, comme vérifier tes réseaux sociaux, parler de toi avec des amis communs, ou même essayer de se reconnecter directement. Ces actions ne sont pas toujours motivées par un véritable désir de réconciliation, mais plutôt par leur besoin de soulager le vide qu'ils ressentent. Mais ces actions apportent rarement la paix qu'ils recherchent, car elles ne traitent pas la racine du problème. Leur incapacité à te valoriser au moment adéquat. Le développement personnel est l'une des rares issues constructives de ce processus. À mesure qu'ils affrontent leur culpabilité, leurs regrets et leur vide, ils ont l'occasion d'apprendre de leurs erreurs et de grandir en tant que personne. Cependant, cette croissance n'est possible que s'ils sont prêts à accepter la responsabilité de leurs actions et à travailler sur leur propre développement. Les émotions boycottent, cela résume parfaitement le processus de croissance. Ce n'est pas en évitant la douleur que l'on progresse, mais en l'affrontant avec honnêteté et une volonté de changer. Ton absence devient une leçon pour eux, non seulement sur ce qu'ils ont perdu, mais aussi sur qui ils étaient lorsqu'ils t'avaient. Ce processus d'introspection, bien qu'il soit douloureux,
est une occasion de réévaluer les relations authentiques. Ce genre de leçon ne s'apprend pas immédiatement. Il faut du temps, de la patience et beaucoup de réflexion. Finalement, l'obsession qu'ils ressentent n'est pas seulement pour ce que tu étais, mais aussi pour ce que tu représentais dans leur vie. Tu es un rappel constant de ce qu'est une connexion authentique. Et bien que cette obsession puisse sembler un fardeau pour eux, c'est aussi une chance de transformer leur façon de voir et de valoriser les relations. C'est l'impact durable de ta présence, une marque qui ne s'efface pas avec le temps et qui les pousse à grandir, même si c'est à travers la douleur. L'obsession de ceux qui ne t'ont pas valu n'est pas seulement un enchevêtrement d'émotions isolées, mais un réseau complexe de sentiments interconnectés qui se renforcent avec le temps après t'avoir perdu. Ces personnes commencent souvent un processus de réflexion forcée, où l'absence devient un miroir qui reflète non seulement ce qu'elles avaient avec toi, mais aussi ce qu'elles n'ont pas réussi à être pour toi. Cette introspection, bien que souvent non recherchée, est inévitable et les confronte à leur propre incapacité à apprécier ce qu'ils avaient quand ils l'avaient. La culpabilité, en tant qu'émotion omniprésente, reste l'une des forces principales qui les poussent à revoir leurs actions encore et encore. Ce sentiment n'est pas quelque chose qu'ils peuvent ignorer facilement, car il est profondément ancré dans leur mémoire émotionnelle. Chaque fois qu'ils se souviennent d'un moment où ils auraient pu te valoriser davantage et ne l'ont pas fait, la culpabilité s'intensifie. Rolando explique que la culpabilité n'est pas seulement un rappel de ce que l'on a mal fait, mais aussi un appel à affronter la vérité que l'on évite. La nostalgie joue également un rôle central dans cette obsession. Il ne s'agit pas seulement de manquer des moments spécifiques, mais de revivre constamment le sentiment de plénitude qu'ils avaient lorsque tu étais dans leur vie. Chaque détail, aussi petit soit-il, comme une phrase que tu disais ou une chanson que vous partagiez, agit comme un déclencheur qui les transporte dans le passé. Carl Jung décrit la nostalgie comme un désir inconscient de ce qui nous faisait nous sentir complets. Pour eux, ces moments semblent désormais lointains et inaccessibles, ce qui ne fait qu'intensifier leur sentiment de perte. Le regret est une autre émotion qui émerge avec force, surtout lorsqu'ils commencent à se rendre compte des occasions qu'ils ont laissées passer. Ce regret ne se limite pas à ce qu'ils ont fait, mais aussi à ce qu'ils n'ont pas fait. Les mots qu'ils n'ont pas prononcés, les gestes d'amour qu'ils n'ont pas rendus, les fois où ils se sont éloignés émotionnellement sans raison apparente. Rolando souligne que le regret n'est pas seulement une réaction au passé, mais un puissant outil pour transformer l'avenir. Si tu es prêt à écouter ce qu'il te dit, l'idéalisation rétrospective devient un piège émotionnel qui alimente encore plus leur obsession. En regardant en arrière, les moments heureux partagés avec toi sont amplifiés, tandis que les conflits et les désaccords sont minimisés ou complètement oubliés. Cela ne distorsionne pas seulement leur perception de la relation, mais crée également une image de toi qui est presque impossible à égaler. Erich Fromm l'a résumé en disant que l'amour immature ne reconnaît pas la valeur du présent, mais l'idéalise lorsqu'il devient passé. Le vide que tu laisses ne se ressent pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan pratique. Les petites choses que tu faisais pour eux, comme être présent lors des moments difficiles ou célébrer leur réussite, sont maintenant des absences palpables dans leur vie quotidienne. Ce vide devient un rappel constant de tout ce que tu représentes pour eux, quelque chose qu'ils n'ont pas toujours été capables de voir quand tu étais proche. Ce vide n'est pas seulement un espace qui reste, mais un rappel de ce qu'il a une fois rempli. La comparaison avec de nouvelles relations ou interactions devient une dynamique inévitable. Chaque personne qui entre dans leur vie est mesurée par le standard que tu as laissé. Cela ne renforce pas seulement leur sensation de perte, mais rend également plus difficile pour eux de s'ouvrir émotionnellement, car aucune relation ne semble à la hauteur de ce qu'ils ont partagé avec toi. Cette comparaison, bien que douloureuse, est une leçon implicite sur l'importance de valoriser ce que l'on a avant de le perdre. L'auto-illusion, qui au début peut leur offrir une manière d'éviter la culpabilité, finit par se désintégrer face à la réalité. Les excuses qu'ils se donnent, comme « nous n'étions pas destinés à être ensemble » ou « ça n'a tout simplement pas fonctionné », perdent de leur force lorsqu'ils affrontent l'impact de ton absence dans leur vie. Rolando affirme que l'illusion n'est pas une solution, mais une distraction qui finit par te laisser face aux mêmes problèmes que tu tentais d'éviter. L'obsession qu'ils ressentent n'est pas toujours évidente pour les autres, mais
Elle se manifeste dans de petits gestes, comme revisiter les réseaux sociaux, demander de tes nouvelles à des amis en commun, ou revivre des conversations passées dans leur esprit. Ces actions ne sont pas simplement un moyen de se reconnecter avec toi, mais une tentative de combler le vide qu'ils ressentent. Cependant, elles sont rarement efficaces, car elles ne s'attaquent pas à la racine de leur douleur, le manque de valorisation au moment approprié. Le développement personnel est l'une des rares issues constructives de ce processus. Si bien que tout le monde n'est pas prêt à affronter ses erreurs et à en tirer des leçons, ceux qui le sont découvrent que le regret et la culpabilité peuvent être des moteurs puissants de changement. Rolando résume cela de manière précise. Le développement personnel ne vient pas d'éviter la douleur, mais de l'embrasser comme une occasion de transformation. Ce développement ne leur permet pas seulement de guérir, mais aussi de comprendre la véritable valeur des relations authentiques. Ton absence devient une leçon qui va au-delà de l'émotionnel, une expérience qui les oblige à réévaluer leurs priorités, à remettre en question leur comportement et à repenser leur manière de se relier aux autres. Ce processus d'introspection, bien que douloureux, est essentiel pour leur développement émotionnel. Tout le monde n'est pas prêt à apprendre de ses erreurs, mais ceux qui le sont trouvent en elles la clé d'une transformation réelle. L'obsession qu'ils ressentent alors n'est pas seulement le reflet de ce qu'ils ont perdu, mais aussi de ce qu'ils manquent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ton absence révèle non seulement leur incapacité à te valoriser, mais aussi les aspects de leur vie émotionnelle qui nécessitent du travail. Ce processus, bien qu'il soit difficile, leur offre la possibilité d'affronter leurs propres limites et de commencer à construire une version plus authentique et consciente d'eux-mêmes. L'obsession de celui qui ne t'a pas valorisé devient ainsi une lutte interne qui dépasse les simples souvenirs. C'est un affrontement constant avec la réalité de ce qu'ils ont laissé partir, et plus important encore, avec les raisons pour lesquelles ils n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. Cette introspection forcée, bien qu'au départ résistée, commence à s'infiltrer profondément dans leur perception d'eux-mêmes et de leurs relations. Si cette vidéo t'inspire, laisse dans les commentaires la phrase « Mon bien-être est toujours une priorité ». La culpabilité évolue avec le temps. Ce qui commence comme une gêne diffuse se transforme en un sentiment beaucoup plus concret et persistant. Chaque fois qu'ils se rappellent un geste, une parole ou une action qu'ils n'ont pas valorisée, la culpabilité s'intensifie. C'est comme une fissure qui, au lieu de se refermer, se creuse avec chaque réflexion. Selon Rolando, la culpabilité est l'écho des décisions que l'on a prises sans comprendre leur impact réel, et sa persistance est un appel à reconnaître ce que l'on a évité de voir. La nostalgie devient alors un compagnon constant, mais il ne s'agit pas d'une nostalgie légère ou romantique, c'est un désir profondément ancré dans les détails que l'on ignorait auparavant. Les endroits que vous fréquentez ensemble, les chansons que vous partagiez, ou même les routines quotidiennes. Ces choses ont désormais un poids émotionnel qu'elles n'avaient pas avant. Carl Jung décrit la nostalgie comme l'âme se souvenant de ce qui a un jour été ressenti comme un foyer. Pour eux, tu représentes ce foyer, et maintenant cet endroit de sécurité et de connexion semble inaccessible. Non seulement cela déforme la réalité, mais cela fait également paraître toute relation future moins significative en comparaison, comme l'a souligné Arf. L'idéalisation du passé est un piège émotionnel qui nous empêche de valoriser le présent et d'accepter l'avenir. Ce processus les maintient piégés dans un cycle de nostalgie difficile à briser. Le vide laissé se ressent plus profondément avec le temps. Ce n'est pas seulement un espace émotionnel, mais un vide tangible qui affecte leur quotidien, des petits gestes de soutien aux grandes décisions où tu étais présent. Tout devient un rappel de ce qui leur manque désormais. Rolando explique que le vide n'est pas seulement une absence, c'est la preuve de ce que tu représentais autrefois dans leur vie et de combien ils dépendaient de toi, même s'ils ne l'admettaient pas. La comparaison constante avec d'autres personnes ou expériences devient un exercice douloureux, mais inévitable. Chaque nouvelle relation ou interaction est mesurée par rapport à la connexion qu'ils ont partagée avec toi. Cela ne renforce pas seulement leurs regrets, mais rend également plus difficile pour eux de s'ouvrir émotionnellement à de nouvelles possibilités. Rolando résume cela ainsi. La comparaison n'est juste ni pour la personne qui s'en est allée, ni pour celle qui arrive, mais elle est inévitable lorsque le vide laissé par quelqu'un est aussi profond. L'auto-illusion, bien qu'au début un refuge,
se détruit au fil du temps face à la réalité. Au début, ils essaient de justifier leur comportement avec des phrases comme « nous n'étions pas compatibles » ou « c'était peut-être pour le mieux ». Cependant, ces excuses perdent de leur poids lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences de leur manque de valorisation. Rolando souligne que l'auto-illusion est un mécanisme de défense qui ne fait que retarder l'inévitable, faire face à la vérité de leurs décisions. L'obsession se manifeste dans de petits gestes qui, bien que parfois invisibles, révèlent l'impact profond que ton absence a eu dans leur vie. Revoir tes réseaux sociaux, chercher indirectement des nouvelles de toi ou revivre dans leur esprit des conversations passées sont quelques-unes des façons dont ils tentent de maintenir une connexion avec toi. Cependant, ces actions leur apportent rarement du réconfort car elles ne traitent pas la racine de leur douleur, leur incapacité à te valoriser pendant que tu étais là. L'apprentissage personnel est l'une des rares issues constructives de ce processus. S'ils parviennent à surmonter la culpabilité, le regret et la nostalgie, ils ont l'opportunité de grandir et de se transformer. Rolando affirme que la véritable croissance personnelle survient lorsque tu cesses d'éviter la douleur et commences à l'accepter comme une opportunité d'apprentissage. Cette croissance ne les aide pas seulement à guérir, mais leur permet aussi de comprendre la véritable valeur des relations authentiques. La leçon la plus importante qu'ils doivent affronter est que les relations significatives ne peuvent pas être considérées comme acquises. Chaque personne qui entre dans notre vie laisse une empreinte unique, et ces connexions ne sont pas remplaçables. Cette reconnaissance, bien que arrivant tardivement, est l'une des leçons les plus puissantes qu'ils puissent apprendre. Rolando dit que l'impact véritable d'une relation ne se mesure pas lorsqu'elle se déroule, mais en fonction de l'impact qu'elle a sur ta vie après qu'elle ait pris fin. Ton absence n'est pas seulement un vide pour eux, mais un reflet de tout ce qu'ils n'ont pas su valoriser. Ce reflet ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, il s'intensifie, les obligeant à faire face à leurs erreurs et à reconsidérer la manière dont ils se lient aux autres. Ce processus, bien que difficile, est essentiel pour leur développement émotionnel et personnel. L'obsession qu'ils ressentent pour toi n'est pas seulement un rappel de ce qu'ils ont perdu, mais aussi une occasion pour eux de faire face à leurs propres limites émotionnelles et de commencer à construire une version plus authentique d'eux-mêmes. Ce type de leçon n'est pas facile, mais il est profondément transformateur pour ceux qui sont prêts à l'apprendre. Si tu veux, je peux développer davantage ce sujet. L'obsession vécue par celui qui ne t'a pas valorisé n'est pas simplement un sentiment passager, mais un processus émotionnel complexe qui s'enracine dans leur quotidien. C'est un rappel constant de ce qu'ils ont eu et de ce qu'ils ont donné, mais surtout de ce qu'ils n'ont jamais su valoriser. Cette combinaison d'émotions, culpabilité, regret, nostalgie et vide, devient un cercle vicieux qui les pousse à réfléchir plus profondément sur leurs propres limites émotionnelles. Ce processus, bien que douloureux, est aussi une occasion de faire face à leur vérité et, dans certains cas, de commencer à guérir. La culpabilité, lorsqu'elle atteint son apogée, cesse d'être une simple gêne pour devenir un moteur de réflexion. Chaque geste qu'ils ont laissé passer inaperçu, chaque parole qu'ils ont ignorée ou chaque moment où ils ont choisi de privilégier d'autres choses au lieu de toi, pèse désormais comme une dette émotionnelle qu'ils ne peuvent rembourser. Rolando décrit la culpabilité comme une alarme émotionnelle qui t'oblige à regarder ce que tu as évité de reconnaître. Tu ne peux pas l'éteindre, mais tu peux apprendre à l'écouter. Ce processus d'écoute n'est pas immédiat, mais il est crucial pour leur évolution personnelle. La nostalgie, souvent idéalisée comme quelque chose de doux dans ce contexte, a une nuance bien plus douloureuse. Ils ne regrettent pas seulement ce qu'ils ont partagé avec toi, mais ils doivent également affronter le fait que ces moments ne reviendront jamais. Chaque lieu, objet ou chanson qui leur rappelle toi devient un portail émotionnel qui les transporte dans un passé désormais inaccessible. Carl Jung a affirmé que la nostalgie n'est pas simplement un souvenir, mais un désir de reconnexion avec une partie de nous-mêmes que nous avons laissée derrière. Pour eux, ce désir n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour la version d'eux-mêmes qu'ils étaient lorsque tu étais à leur côté. Le regret se renforce lorsqu'ils réalisent que les décisions qu'ils ont prises n'ont pas seulement affecté leurs relations, mais aussi leur perception d'eux-mêmes. Ils commencent à se demander quel genre de personnes ils sont, s'ils n'ont pas été capables de valoriser quelqu'un qui les aimait et les soutenait.
Rolando souligne que le regret ne se tourne pas uniquement vers le passé, mais pose aussi des questions sur l'avenir. Qui veux-tu être après cela? Que vas-tu apprendre de cette expérience? Ces questions les poussent à réfléchir et, dans certains cas, à chercher des moyens d'améliorer leur situation. Le vide qu'ils ressentent ne se manifeste pas seulement dans leurs émotions, mais aussi dans leur routine quotidienne. Les petites choses que tu faisais pour eux, comme les écouter, les soutenir ou simplement être présent, sont désormais des absences qui résonnent dans leur vie. Ce vide n'est pas quelque chose qu'ils peuvent ignorer, car il affecte à la fois leur stabilité émotionnelle et leur capacité à profiter du présent. Rolando explique que le vide est le rappel le plus clair de ce qui a été perdu, mais aussi le signe le plus fort que quelque chose doit changer. Cette reconnaissance peut être douloureuse, mais elle constitue une étape nécessaire vers la croissance. La comparaison constante avec de nouvelles relations ou expériences devient une habitude involontaire qui renforce leur sentiment de perte. Chaque interaction qu'ils ont est mesurée par rapport à l'étalon que tu as laissé, et il est rare qu'ils trouvent quelque chose qui s'en rapproche. Cela intensifie non seulement leurs regrets, mais les maintient également piégés dans un cycle où aucune relation ne semble suffisante. Cette comparaison, bien que inévitable, peut aussi être le catalyseur qui les pousse à changer leur manière de se lier aux autres. L'auto-illusion, qui au départ agit comme un mécanisme de défense, s'use avec le temps. Les excuses qu'ils se sont données pour justifier leur comportement perdent leur poids face à la réalité de ton absence. Lorsqu'ils sont enfin confrontés à la vérité, l'impact émotionnel est beaucoup plus profond, car ils n'ont plus personne à blâmer, sauf eux-mêmes. Rolando le résume ainsi: l'auto-illusion peut retarder la vérité, mais elle ne peut jamais la remplacer. La vérité finit toujours par trouver son chemin. Ce face-à-face avec la réalité est douloureux, mais c'est aussi le premier pas vers le changement. L'obsession de ce qu'ils ont perdu se manifeste également par leur désir de chercher des explications ou même des reconnexions. Ils peuvent essayer de savoir de toi à travers des amis, les réseaux sociaux ou de petits messages indirects. Ces actions ne sont pas toujours authentiques. Elles sont souvent motivées par leur besoin d'atténuer leur culpabilité ou de sentir qu'ils ont encore un certain contrôle sur la situation. Cependant, ces stratégies échouent rarement, car elles ne traitent pas le cœur de leurs problèmes, leur incapacité à te valoriser au moment opportun. Enfin, ton absence devient une leçon qu'ils ne peuvent ignorer. C'est un rappel constant que les relations authentiques ne sont pas remplaçables et que chaque connexion que nous construisons a une valeur unique. Ce processus d'apprentissage n'est ni immédiat ni facile, mais ceux qui sont prêts à l'affronter découvrent que leur perte peut être le début d'une transformation personnelle. Rolando affirme que la douleur de la perte peut être un maître puissant, tant que tu es prêt à apprendre. Pour eux, cette leçon ne concerne pas seulement toi, mais aussi comment ils doivent se relier à eux-mêmes et aux autres à l'avenir. Clara était une femme décidée, empathique et dotée d'une force émotionnelle qui la faisait ressortir parmi ceux qui la connaissaient. Sa relation avec Lucas a commencé comme bien d'autres, pleine d'illusions, de rires partagés et de promesses d'un avenir commun. Mais avec le temps, Clara a commencé à remarquer que ses efforts pour maintenir la connexion semblaient insuffisants. Lucas, bien que affectueux par moments, avait tendance à prendre pour acquis tout ce que Clara faisait pour lui. Clara était le genre de personne qui mettait toujours les autres avant elle-même, depuis les petits détails comme préparer son café préféré le matin jusqu'aux grands gestes de soutien dans les moments les plus compliqués. Clara était là. Cependant, Lucas ne voyait pas au-delà de l'évidence. Ce n'était pas qu'il ne s'en souciait pas, mais il était tellement absorbé par sa routine qu'il commença à prendre pour acquis tout ce que Clara offrait. Si cette vidéo t'inspire, mets dans les commentaires la phrase « Mon bien-être est toujours une priorité ». Les premiers signes de distance émotionnelle apparurent dans les petites choses. Lucas avait l'habitude d'oublier les dates importantes, comme l'anniversaire de leur relation, et quand Clara tentait de parler de ses sentiments, il semblait toujours avoir une excuse, le travail, le stress ou simplement être fatigué. Clara essayait de se justifier en pensant que les choses s'amélioreront avec le temps, mais au fond, elle commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Un jour, après une longue période de silence émotionnel entre eux, Clara décida qu'il était temps de parler. Lors d'un dîner chez eux,
Elle prit son courage à deux mains et exprima ce qu'elle ressentait depuis des mois. « Lucas, il faut qu'on parle. Je me sens seule, même quand on est ensemble. J'ai l'impression de tout donner et je ne sais pas si tu vois ce que je fais. » Lucas, surpris par son ton sérieux, répondit sur la défensive. « Tu exagères toujours. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. » Ce fut sa seule réponse. Cette nuit-là, Clara se rendit compte qu'elle luttait seule pour une relation qui devrait être à deux. Elle décida de prendre du recul et de se concentrer sur elle-même. Elle chercha de l'aide dans des livres et des cours qui l'aideraient à comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'elle découvrit Rolando. Ses enseignements sur l'amour de soi et les limites émotionnelles résonnèrent profondément en elle. « Quand tu aimes quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même, tu te perds », lisait-elle dans un de ses écrits, et ces mots restèrent gravés dans son esprit. Alors que Clara commençait son chemin de guérison, Lucas remarqua les changements. Les appels constants de Clara devinrent moins fréquents, les petites attentions quotidiennes disparurent, et la présence qu'il prenait pour acquise commença à s'évanouir. Au début, Lucas interpréta cela comme un simple éloignement passager. Il pensa que Clara finirait par redevenir comme avant, celle qui le soutenait émotionnellement sans rien demander en retour. Mais les jours passèrent, et Lucas commença à se rendre compte que quelque chose avait changé. Les moments de silence entre eux devinrent plus longs, et les conversations superficielles qui remplissaient autrefois leur journée étaient maintenant chargées d'une tension qu'il ne pouvait ignorer. C'est alors que Lucas trouva une note que Clara avait laissée sur la table de la cuisine. « J'apprends à me valoriser. Et pour cela, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. » L'absence de Clara frappa Lucas de manière inattendue. Ce qui semblait autrefois une routine ennuyeuse était maintenant un espace vide qu'il ne savait pas comment remplir. Chaque coin de la maison, chaque objet qui lui rappelait Clara, devint un écho de ce qu'ils avaient partagé. Mais le plus douloureux fut de réaliser combien il dépendait d'elle émotionnellement, bien qu'il ne l'ait jamais reconnue. En essayant de comprendre ce qui se passait, Lucas commença à réfléchir sur sa relation. Il se souvint des moments où Clara s'efforçait de le faire sentir spécial et de la manière dont il répondait à peine avec un geste minimal. Chaque petit détail qui semblait insignifiant auparavant lui semblait désormais une perte monumentale. Lucas commença à lire sur les dynamiques émotionnelles et les relations saines, et c'est ainsi qu'il découvrit également les cours de Rolando. Lors d'une session qu'il trouva en ligne, il entendit une phrase qui le bouleversa profondément. « L'amour ne se mesure pas par ce que tu reçois, mais par ce que tu es prêt à donner, sans condition. » Pour la première fois, Lucas comprit que son incapacité à valoriser Clara n'était pas seulement une erreur, mais un reflet de son propre manque de connexion émotionnelle avec lui-même. Au fur et à mesure qu'il s'immergeait dans l'apprentissage, Lucas commença à affronter sa propre culpabilité. Il se souvint de toutes les fois où Clara avait essayé de parler avec lui et comment il avait simplement ignoré ses sentiments. Il réalisa que son indifférence n'était pas intentionnelle, mais cela ne la rendait pas moins nuisible. Le poids du regret devient de plus en plus difficile à ignorer. Le vide dans sa vie ne se limitait pas à l'absence de Clara. Il commença également à remarquer comment son manque de valorisation avait affecté d'autres aspects de sa vie, de ses amitiés à ses relations familiales. Lucas comprit que le problème n'était pas seulement sa relation avec Clara, mais une déconnexion plus profonde qu'il portait depuis des années. Pendant ce temps, Clara continuait à travailler sur sa croissance personnelle. Chaque session du cours de Rolando l'aidait à reconstruire son estime de soi et à établir des limites saines. Dans l'un des exercices, Clara écrivit une lettre pour elle-même dans laquelle elle se promettait de ne plus jamais se perdre pour quelqu'un qui ne saurait pas la valoriser. Cette lettre, bien que simple, devint un puissant rappel de sa décision de se prioriser. Lucas poursuivait son processus d'introspection. Chaque jour, sans Clara lui rappelait ce qu'il avait perdu, mais aussi un moteur pour comprendre comment il en était arrivé là. En avançant dans les cours de Rolando, il commença à identifier des schémas de comportement qui l'avaient amené à prendre non seulement Clara, mais aussi d'autres personnes importantes dans sa vie pour acquises. Rolando disait « Le problème n'est pas seulement ce que tu ne valorises pas chez les autres, mais ce que tu ne valorises pas en toi-même. Cette déconnexion se reflète dans toutes tes relations. » Cette réflexion fut un coup dur pour Lucas. Pour la première fois,
il comprit que son manque de valorisation envers Clara n'était pas un simple oubli, mais un reflet de son incapacité à être émotionnellement présent. Il se souvient des moments où elle l'avait soutenu lors de ses pires journées, alors qu'il ne reconnaissait à peine ses efforts. Ces souvenirs devinrent un miroir qui l'obligea à affronter son indifférence avec une clarté qu'il n'avait jamais eue auparavant. Pendant ce temps, Clara poursuivait son chemin de guérison. Elle avait commencé à explorer de nouvelles passions qu'elle avait mises de côté pendant sa relation, des petites choses comme reprendre la peinture, jusqu'à des décisions plus importantes, comme s'inscrire à un atelier de leadership émotionnel. Clara redécouvre des parts d'elle-même qu'elle avait ignorées pendant longtemps. Chaque pas qu'elle faisait la rendait plus forte et plus connectée avec elle-même. Lucas, de son côté, continuait à affronter sa culpabilité et son regret. Dans l'un des exercices du cours, il lui fut demandé d'écrire une lettre à quelqu'un qui l'avait profondément blessé, exprimant ses sentiments sans attendre de réponse. Cette nuit-là, Lucas s'assit devant une feuille blanche pendant des heures jusqu'à ce qu'il commence enfin à écrire. « Clara, je ne sais pas si ces mots te parviendront un jour, mais je ressens le besoin de les dire. Je me rends compte maintenant de combien je t'ai failli, de combien il m'a manqué de te voir vraiment. » La lettre de Lucas fut une catharsis émotionnelle. Pour la première fois, il réussit à mettre des mots sur tout ce qu'il avait ressenti depuis que Clara avait décidé de s'éloigner. Il reconnut son manque d'empathie, son indifférence et son incapacité à valoriser les petits moments significatifs qu'ils avaient partagés. Bien qu'il savait que cette lettre ne parviendrait probablement jamais à Clara, l'acte de l'écrire l'aida à se libérer d'une partie de la culpabilité qu'il portait. Pendant ce temps, Clara se trouvait dans un endroit complètement différent émotionnellement. Elle avait commencé à pratiquer la méditation et à s'entourer de personnes qui valorisent son authenticité. Chaque jour sans Lucas était un rappel de combien elle avait grandi et de tout le chemin parcouru. Dans l'une des leçons de Rolando, elle lut quelque chose qui résonna profondément en elle. L'amour de soi n'est pas seulement un acte de survie, mais un engagement envers toi-même de ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites. Alors que Lucas poursuivait son processus d'apprentissage, il commença à appliquer les enseignements de Rolando dans d'autres aspects de sa vie. Il recommença à se reconnecter avec des amis qu'il avait négligés et à se rapprocher de sa famille. Bien que ces changements ne supprimèrent pas le vide qu'il ressentait à cause de l'absence de Clara, ils l'aidaient à construire une base émotionnelle plus solide pour l'avenir. Un jour, en révisant ses notes du cours, Lucas lut une phrase qui le laissa pensif pendant des heures. Le vrai changement ne se produit pas lorsque tu veux récupérer quelqu'un, mais lorsque tu choisis de devenir meilleur pour toi-même. À cet instant, Lucas comprit que son processus ne devait pas tourner autour de l'espoir que Clara revienne, mais de son désir sincère de devenir une personne plus consciente et émotionnellement disponible. Clara, de son côté, se trouvait également dans un moment de profonde réflexion. Bien qu'elle continuait à travailler sur son développement personnel, elle se demandait parfois comment allait Lucas et s'il faisait face, lui aussi, à l'impact de leur rupture. Cependant, chaque fois que ses pensées surgissaient, elle se rappelait que son chemin ne dépendait pas de lui, mais de son engagement envers son propre bonheur. Bien-être, tandis que les jours se transformaient en semaines, ils continuaient d'avancer sur leurs chemins respectifs. Lucas apprenait à établir des relations plus authentiques avec les autres et avec lui-même, tandis que Clara se concentrait sur la construction d'une vie remplie de buts et d'authenticité. Bien que leurs chemins soient désormais parallèles, tous deux avaient appris des leçons importantes qui les avaient transformés de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Au fil des mois, Clara et Lucas ont suivi des trajectoires qui, bien que parallèles au début, ont commencé à diverger en termes de direction et de but. Clara était de plus en plus engagée dans son processus de développement personnel. Elle avait trouvé une nouvelle version d'elle-même, une version qui ne dépendait pas de la validation extérieure et qui savait établir des limites claires à chaque session du cours de Rolando. Clara découvrait de nouveaux outils pour renforcer son amour-propre. Une phrase en particulier est restée gravée dans son esprit. « L'amour que tu te donnes à toi-même est le standard que tu établis pour les autres. » D'autre part, Lucas continuait de faire face à son propre chemin d'introspection. Bien qu'il ait fait des progrès, il luttait encore avec la culpabilité et le regret. La lettre qu'il avait écrite à Clara était devenue un rappel tangible de ce qu'il travaillait à surmonter.
il décida de ne pas l'envoyer, non parce qu'il ne voulait pas communiquer avec elle, mais parce qu'il comprit que ce processus devait être pour lui, pas pour rechercher une réconciliation. Un jour, Lucas décida de contacter Clara, non pas dans l'intention de la récupérer, mais pour la remercier. « Je voulais juste te dire merci », écrivit-il dans un message bref mais chargé de signification. « Merci pour ce que tu as été dans ma vie et pour m'avoir appris, bien que d'une manière douloureuse, ce que cela signifie vraiment apprécier quelqu'un. » Bien que Clara ne répondit pas immédiatement, elle lut le message avec un mélange d'émotions. Clara savait que Lucas était sincère, mais elle comprenait aussi que ce chapitre de sa vie était clos. Elle répondit quelques jours plus tard par un message aimable mais ferme. « Merci pour tes mots. Je te souhaite le meilleur sur ton chemin. J'ai aussi beaucoup appris et je t'en suis reconnaissante. » Cet échange, bien que bref, marqua une conclusion définitive pour les deux. Il n'y eut pas de ressentiment, seulement une reconnaissance mutuelle de ce qu'ils avaient représenté dans la vie de l'autre. Lucas continue d'appliquer ce qu'il avait appris dans les cours de Rolando. Chaque jour, il se concentrait sur la construction de relations plus significatives et sur son travail de connexion émotionnelle avec lui-même. L'un des moments les plus révélateurs arriva lorsqu'il réfléchit à un enseignement clé de Rolando. « Tu ne peux pas offrir un amour authentique si tu n'as pas appris à t'aimer d'abord. » Cette phrase devint son mantra, le guidant dans chaque décision qu'il prenait. Pendant ce temps, Clara fleurissait dans sa nouvelle vie. Elle avait trouvé un groupe de soutien où elle partageait ses expériences et aidait les autres à redécouvrir leurs valeurs. Ses paroles résonnèrent profondément avec ceux qui l'écoutaient, car elle ne parlait pas seulement de théorie, mais de pratique. Chaque fois que quelqu'un la remerciait pour son soutien, Clara avait l'impression que sa douleur passée avait trouvé un but. Un jour, Clara décida d'écrire sur son expérience. Elle publie un article en ligne intitulé « La valeur que je ne reconnaissais pas en moi-même ». Elle y expliqua comment elle avait appris à se prioriser, à établir des limites et à trouver son but après une relation qui l'avait laissée émotionnellement épuisée. L'article devint viral et Clara reçut des centaines de messages de personnes qui se sentaient identifiées à son histoire. Cela la motiva à continuer d'écrire et à envisager un projet plus grand, un livre. Lucas, pour sa part, continuait à travailler sur lui-même. Il avait appris que le regret pouvait être un moteur de changement s'il était utilisé correctement. Plutôt que de rester bloqué dans le passé, il décida de construire un avenir meilleur. Il commença à assister à des séances de thérapie individuelle où il approfondit ses schémas émotionnels et apprit à y faire face avec honnêteté. Le jour où Lucas vit l'article de Clara, il ressentit un mélange d'émotions. Il était fier d'elle, mais il se rappela aussi combien il l'avait blessée. Cependant, cette fois, au lieu de se laisser submerger par la culpabilité, il choisit de se sentir reconnaissant d'avoir fait partie de son histoire. Il savait que, bien qu'ils ne soient plus ensemble, ils avaient tous deux appris et grandi grâce à leur temps passé ensemble. La conclusion définitive pour les deux arriva, non pas avec des mots, mais avec des actions. Clara, en publiant son livre quelques mois plus tard, sentit qu'elle avait clos un chapitre important de sa vie. Dans sa dédicace, elle écrit « À ceux qui m'ont appris ce que je mérite, même sans le savoir ». D'autre part, Lucas, lors d'une de ses séances de thérapie, exprima « Je ne changerai rien, car tout ce qui est arrivé m'a amené ici ». Tous deux avaient appris que les relations, bien que parfois douloureuses, sont des opportunités de développement personnel. Toutes ne sont pas destinées à durer, mais chacune a quelque chose à nous enseigner. Lucas et Clara devinrent de meilleures versions d'eux-mêmes, non pas malgré la douleur, mais grâce à elle, et bien que leurs chemins ne se croisent plus, ils savaient que, d'une certaine manière, ils seraient toujours partie intégrante de la transformation de l'autre. L'histoire de Clara et Lucas nous rappelle que, parfois, l'amour n'est pas suffisant s'il n'est pas accompagné de respect, de valorisation et d'engagement. Mais elle nous enseigne aussi que même dans les ruptures les plus douloureuses, il y a de la place pour l'apprentissage, la rédemption et la construction d'une vie plus épanouie. L'histoire de Clara et Lucas nous pousse à réfléchir aux aspects les plus profonds des relations humaines. L'amour de soi, la responsabilité émotionnelle et la capacité à apprendre de nos erreurs. Clara, en faisant face à la réalité de ne pas être valorisée,
prit la difficile décision de se prioriser et de se redécouvrir. Son chemin ne fut pas seulement un acte d'autonomisation personnelle, mais aussi une démonstration que l'amour propre est la base sur laquelle nous pouvons construire des relations saines. Comme le dit Rolando, lorsque tu choisis de te mettre en premier, tu n'abandonnes pas les autres, tu reviens à toi-même. D'autre part, la transformation de Lucas reflète l'impact de l'introspection et de la culpabilité comme moteur de changement. Son voyage émotionnel nous montre comment le regret peut être un maître puissant si nous sommes prêts à écouter ses leçons. Dans ses réflexions, Lucas comprit que ne pas avoir apprécié Clara n'était pas seulement une perte pour lui, mais aussi un signe de sa propre déconnexion intérieure. Selon Rolando, l'amour ne fleurit pas dans l'indifférence. Il nécessite de l'attention, de l'intention. Les deux personnages nous enseignent que les relations ne sont pas toujours destinées à durer, mais qu'elles ont toujours quelque chose à nous apprendre. Tandis que Clara apprenait à établir des limites et à ne pas compromettre sa valeur, Lucas découvrit que le développement personnel commence par l'acceptation de nos défauts et l'engagement à devenir meilleur. Cette dualité dans leur histoire est un rappel que, même dans la perte, il y a de la place pour la rédemption et la croissance. Que penses-tu de la décision de Clara de se prioriser? Penses-tu que c'était un acte égoïste ou nécessaire? Si tu étais à sa place, comment aurais-tu géré la situation? Dans le cas de Lucas, penses-tu que sa transformation était sincère ou simplement une réaction au vide laissé par Clara? Penses-tu que le regret suffit à racheter nos erreurs ou faut-il quelque chose de plus? Ces questions t'invitent non seulement à réfléchir à l'histoire, mais aussi à tes propres expériences et relations. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.